Bon. Donc, nous sommes le 2 février. Ah oui? Non, c'est étrange ça. Non, on n'est pas le 2 février, on est le 27. On est le 27 janvier, je pense que c'est mon... Bon, faut que je fasse ma date là-dessus. Donc il est près de 11h. Et en me levant ce matin, j'étais un peu sur ce... j'avais en tête une... j'avais en tête quelque chose qui résonnait, qui essayait presque de décrire une forme d'art que j'essaye un peu d'explorer ou de nommer en tout cas. Et cette forme d'art, ça serait un art divergent. Un art divergent. En fait, il s'agirait un petit peu d'appliquer les principes de la neurodiversité à la question artistique. Donc voilà, neurodiversité, neurodivergence, et donc un art divergent. En fait, l'idée là-dedans, et je crois que c'est vraiment ce que j'explore au niveau artistique, parce qu'hier je relisais mes textes et j'ai essayé d'en comprendre un peu une logique, si on veut. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a, disons, au niveau institutionnel, en tout cas au niveau de l'État, donc au niveau aussi des centres d'exposition d'État, des écoles d'art, etc., une tendance à faire converger. Alors, de manière toujours un peu paradoxale, parce que peut-être qu'il y a... peut-être que dans l'art, la divergence, elle est aussi nécessaire, et donc, bon, d'une certaine manière, il y a une espèce de paradoxe. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que l'État, le marché, le capitalisme plutôt, sont des hyper-objets, je prends ce terme de... je sais plus comment il s'appelle, donc c'est pas très grave, Timothy Morton, qui sont des espèces de systèmes, en fait, qui sont des forces centrifuges. C'est vraiment des forces qui visent à concentrer quelque part. Et pourquoi c'est des forces centrifuges? Je pense qu'il y a un principe un peu de décantation, si on veut. C'est une force centrifuge parce que ça tend quelque part à rabattre une diversité sur un centre. Voilà. Et c'est le cas. Ça veut dire que, voilà, c'est-à-dire que tout va... différents esthétiques, tout va se concentrer dans les mains d'un milliardaire, dans une ville, dans un centre d'expo, tout va tendance quelque part, on va essayer à mettre les choses un peu en compétition pour ne garder que les choses les plus... ceux qui en regardent le plus pour les mettre ensemble. Voilà, les films qui sont les plus diffusés vont être ceux qui vont essayer je pense par exemple, je sais pas, à des films hollywoodiens par exemple, ceux qui vont essayer quelque part de plaire au plus de gens possible. Donc c'est aussi parce qu'ils vont avoir accès au plus de formes, ils vont essayer de mettre ensemble le plus de formes possible. Les partis politiques qui vont plaire le plus, c'est ceux qui vont essayer de réunir le plus de raisons pour qu'on vote pour eux. Hein, comme ça. Donc il y a une logique de convergence, quelque part. Pour moi, cette force convergente, cette force centrifuge, elle est vraiment constitutive de l'État depuis très longtemps. Et de l'Occident, on pourrait dire. Elle est liée aussi à une logique un peu de domination, quoi. C'est un peu... en fait, il s'agit que tout le monde soit en compétition pour être au centre. On pourrait se dire, par exemple, je pense, je sais pas, à des... Bon, c'est trucs qui me viennent en tête comme ça. Hein. Là, ce que je fais, c'est de l'écriture automatique en parlant, hein, ce que je raconte là. Mais je pense à, par exemple, Battle Royale. Battle Royale, c'est un peu... donc, voilà, je crois que c'est un film, hein, je crois, mais... Battle Royale, ou je pense aussi à Naruto. Je crois que c'est Naruto, où il y a un moment donné, c'est un peu le même principe, mais voilà. En gros, c'est les gens qui sont sur une île, donc ils sont un peu partout dans l'île, ou alors même aussi Fortnite, par exemple. Hein. Et puis, progressivement,
en fait, l'espace se réduit. Donc, les gens se concentrent jusqu'à ce qu'ils s'entretuent et qu'il n'en reste plus qu'un. Donc, c'est un peu la même logique, un petit peu, quoi. Ça veut dire quelque part qu'il y a une logique de concentration. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment typique du capitalisme et de l'État. Ça me semble vraiment être lié à ça. Je pense que c'est vraiment l'idée. Hein. Ça centralise, quoi. C'est le propre. Bon. Et donc, du coup, le terme de divergence, qui pour moi aussi renvoie un peu à Gilles Deleuze, au contraire, c'est une pensée nomade. Hein. Deleuze va parler de la force. Il dit voilà, le nomade, il fait tournoyer l'épée, en fait, comme ça, ou je sais plus ce que c'est comme qu'il fait tournoyer, mais il fait tournoyer un truc, et en tournoyant, quelque part, hop là, ça envoie vers l'extérieur, en fait. Il y a une espèce de truc qui. Comme ça. Et en effet, il y aurait cette espèce de force-là qui viserait à chercher une forme d'extériorité, en fait. Voilà. Et bon, alors ce que je suppose, en fait, quelque part, c'est que ce qu'on appelle la science, ce qu'on appelle l'art, en tout cas dans la forme où on l'apprend, ça veut dire quand on l'apprend à l'école, quand on l'apprend... oui, à l'école, hein, très vite. En fait, on en apprend la version qui a été recapturée par l'État, par le marché, etc. Quoi. Mais le processus de la recherche, je pourrais dire plutôt, ce que je pense, c'est que la recherche, en tant que telle, elle a besoin d'une forme de divergence. Elle est beaucoup plus proche de cette force nomade qui vise à aller vers l'extérieur, à chercher une extériorité, autre chose de nouveau, et pas de se concentrer, et pas dans un truc de concentration. Donc, or justement, quand on capitalise la recherche, quand quelque part on demande à la recherche d'être rentable, de rentrer dans une économie de marché, d'État, etc., en fait, il y a une espèce de conflit qui se joue, parce qu'évidemment, on demande à concentrer quelque chose qui, au contraire, a besoin de chercher une extériorité. Pour ma part, moi, j'ai senti cette tension très forte, notamment sur la question écologique, par exemple, parce que j'ai l'impression que par rapport à la question de l'écologie, il fallait faire une recherche vraiment radicale, il fallait vraiment faire une extériorité vraiment très forte, pour essayer de... Il fallait sortir vraiment, il fallait vraiment aller assez loin quelque part pour essayer de repenser complètement le système, et en même temps, pour aller vraiment très loin, il fallait aussi quelque part sortir d'une logique du capital. Donc il y avait une espèce de problème en fait qui se posait, il y avait vraiment un conflit potentiellement en tout cas entre les deux. Bon, bref. Et du coup j'ai mis en place des pratiques comme ça divergentes, j'ai l'impression que les pratiques que j'ai menées ont essayé de chercher ça, ont essayé de chercher quelque part des manières de sortir des logiques de concentration pour aller vers des formes d'extériorité. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a aussi un ensemble de pratiques. Un ensemble de pratiques qui mènent à ces pratiques de divergence, qui sont des pratiques créatives en général. Mais voilà, l'écriture, quand on écrit, moi j'entends que l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est justement, non pas d'écrire de manière structurée, etc., mais d'écrire de manière à ce que l'écriture me mène ailleurs. Hein, voilà, c'est ce côté un peu une sorte d'écriture d'improvisation. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose d'autre chose, quoi. Quelque chose de différent, quoi. Là, c'est vrai qu'en ce moment, je fais l'électroacoustique. Et d'un côté, c'est en effet des pratiques qui visent à explorer un nouveau langage. En même temps, ce langage, il est quand même écrit, il est restructuré, il se territorialise quand même sur un... Donc, je suis un peu partagé sur cette pratique-là. Bon. Alors, après, pourquoi je parlais de... Non, de divergence, parce que le problème que j'ai en effet, c'est aussi un problème du coup institutionnel. Mais après tout, c'était pas si grave. Bon. Mais c'est vrai que je sens ce truc-là, c'est vrai que j'ai l'impression quelque part que, par exemple, pour que mon art soit un peu soutenu, etc., il faut quelque part qu'il soit financé par l'État, par exemple, donc qu'il rentre dans une logique de concentration. Il faut qu'il soit concentré, qu'il soit... comment dire, il faut qu'il passe par le langage, qu'il soit compréhensible, etc. Bon, alors ça veut dire que il y a une espèce de conflit a priori entre, d'un côté, la ligne de fuite, le fait de s'extraire, et de l'autre côté, le fait de territorialiser mon travail pour qu'il puisse, quelque part, être inscrit dans le monde social, être reconnu, peut-être être financé, etc. Il y a une espèce de conflit entre les deux. A priori, en tout cas, à première vue, j'ai envie de dire. Et donc du coup c'est un peu le problème pour moi. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression quelque part que en fait
soit je fais un arc qui n'a pas besoin d'argent, quelque part, qui n'a pas besoin d'argent, qui n'a pas besoin de l'État et qui est autonome, soit quelque part, disons, il est considéré comme un travail, ça veut dire qu'il faut qu'il soit rémunéré un petit peu, et donc du coup, en fait, il est forcément dépendant quelque part de structures qui sont quelque part contre sa forme même, hein, contre sa forme qui viserait à explorer une extériorité, donc il va forcément être dans une forme de tension, quelque part. Enfin, cette tension peut être intéressante en elle-même, mais pour moi, c'est toujours un peu le même problème, quelque part. Bon, alors, moi, ce que je vois aussi là-dedans, c'est quelque chose qui est un petit peu injuste, qui ne serait pas républicain, si on veut. Parce que cette forme d'art divergent, en tant que telle, il m'apparaît un droit. Ça veut dire qu'après tout, en fait, ce que je dis, c'est que cet art divergent, quelque part, il est... qu'en fait, les subventions d'État, etc., elles visent quelque part à subventionner un art qui va être concentré, qui va concentrer sa visibilité, etc., sur quelque chose. Mais toute forme d'art, qu'on pourrait dire aussi anti-spectaculaire, hein, si on veut, hein, divergence, ça pourrait dire ça aussi, bon, mais qui va comme ça, j'aime bien divergence parce que ça suppose quand même une sorte de rapport, un éclatement, quoi, une extériorité, quoi. Bah, elle va être en opposition avec les structures de l'État, du coup, et donc du coup, va être beaucoup plus difficile à mettre en place, et pour autant, il est légitime parce que c'est une forme d'art aussi. Moi, ce que je suppose aujourd'hui, c'est que cette question divergente, elle est liée à la question écologique. Ça veut dire que, ce que je suppose, c'est que cette logique d'un art concentré, en fait, il est lié à la logique de l'État, du marché, du capitalisme, etc. Mais il est aussi, disons, dans un sens patriarcal, en tout cas, il est comment dire, lié à la subjectivité homme, cis, blanc, hétéro, blanche, valide, etc. Ça veut dire que, ce que je suspecte, c'est que cette logique de concentration, en fait, elle se concentre sur un point. Ça veut dire que, pour moi, alors je vais reprendre un petit peu ici, j'ai l'impression quelque part que c'est comme si, comment dire, un petit peu, pour moi, la réalité, elle serait comme c'est comme si la Terre était donc une ronde, un petit peu, et puis comment dire, enfin l'État, un petit peu, était une sorte de tangente plate sur cette Terre-là. Et que quelque part, la jonction entre les deux, bah, c'est le point entre la tangente et la sphère, entre le plan tangent à la sphère. Voilà. Bon. Donc ce point-là, quelque part, il constitue un centre de gravité, si on veut. Et ce que je suppose, c'est que ce centre de gravité, qui est peut-être le lieu de l'émission de l'argent ou pas, je sais pas, il faut voir où est-ce qu'il se situe exactement, mais eh bien en fait, il fait que plus on est proche de ce point de gravité, plus on est, quelque part, homme, cis, blanc, hétéro, bourgeois, etc. Et que du coup, quand on est sur d'autres points de la sphère, en fait, eh bien là, on n'est pas dans la subjectivité d'homme, cis, blanc, hétéro, bourgeois. On est homosexuel, femme, noir, etc. On est en fait autour de la sphère, mais du coup, on s'éloigne du plan, on s'éloigne de la surface du plan, et donc on est considéré comme s'éloignant, en fait. On est considéré comme étant extérieur, en fait. Parce que c'est un problème de géométrie, en fait. C'est vraiment une question de... parce que il y a ce truc-là où la géométrie telle qu'elle est pensée en Occident, elle est réduite, si on veut, par rapport à une géométrie du monde, entre guillemets, et elle vise quelque part à favoriser les gens qui sont inscrits de manière majoritaire dans cette géométrie. Je dis pas quelque part ici même que, comment dire, que les hommes cis blancs hétéros ont fait une géométrie pour eux, c'est même pas ça, c'est je pense dans un sens que l'existence de la division entre hommes et femmes, entre noir et blanc, entre hétéro, homosexuels, etc., bon, qui en découle, en fait, c'est un effet de cette géométrie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici quelque part un type de géométrie qui a été mis en place, et c'est cette géométrie qui produit les divisions ensuite, les divisions identitaires. C'est ce que je pose ici cette possibilité-là, que l'identité soit en fait une conséquence ou une production d'un type de géométrie qui a été considéré comme étant universel, alors qu'en fait il est particulier. Voilà, c'est une espèce d'universalisation d'un particularisme universel. Ce particularisme universel, je le vois comme étant la géométrie euclidienne et la logique aristotélicienne. Je ne saurais pas dire exactement, mais en gros c'est la mathématique classique qu'on apprend, que moi j'ai appris à l'école. Bon.
Ce que je suppose, c'est que cette mathématique classique, en fait, elle n'est pas universelle tant que ça, elle est au contraire particulière. Elle est quelque part un moment particulier d'une géométrie plus générale, qui serait non euclidienne, et qui engloberait à la fois d'autres géométries, qui ne sont pas des géométries plates euclidiennes, mais aussi d'autres logiques, qui ne sont pas la logique aristotélicienne, notamment entre A et non A, voilà, bon, un truc comme ça. Il y a le principe du tiers exclu, etc. Donc, ce que je suspecte, c'est qu'en fait, les mathématiques sont politiques. En gros, c'est ça mon principe, c'est que les mathématiques, c'est politique, et que universaliser quelque part, ou en tout cas continuer de rester dans des... Enfin, oui, ça c'est que universaliser quelque part un particularisme mathématique, eh bien c'est pareil, c'est quelque part universaliser un modèle politique qui devient oppressif, qui devient, disons, colonial. Il y a une espèce de colonialisme mathématique, si on veut, quelque part. Il y a un rapport un peu comme ça. Bon. Même si c'est pas uniquement sur le rapport colonial, c'est aussi patriarcal, c'est aussi classiste, etc., etc. Ça veut dire aussi quelque part que dès le moment où on s'appuie sur des modèles qui dépassent cette conception mathématique, bah, ça ouvre aussi une nouvelle politique. Ça ouvre une politique non euclidienne. Et que finalement, toutes les logiques et les autres modes de pensée, d'être, etc., d'un seul coup peuvent advenir à ces mathématiques et donc à cette nouvelle politique qui peut advenir. Ce que je suppose, c'est que le fait qu'aujourd'hui, bien que ce soit quelque chose qui existait déjà avant, mais le fait quelque part que les mouvements des cultural studies, notamment le mouvement woke, etc., quelque part, apparaissent, c'est un effet de cette logique non euclidienne. C'est-à-dire qu'on va dire, ah là là, le woke c'est irrationnel, ah là là, il raconte n'importe quoi, ah là là, ils mettent en cause les hommes cis blancs hétéro-bourgeois. Bon. Et bien justement, c'est qu'en fait, cette conception qui vise quelque part à défaire l'identité ou à penser une altérité à l'identité d'homme cis blanc hétéro-bourgeois, elle est posée beaucoup chez Deleuze, et Deleuze a repris, enfin a été repris en tout cas aux States, pas que, mais en tout cas Derrida, Deleuze, sur ces questions-là, et ce que je commence à comprendre un peu, c'est que cette pensée de la déconstruction, finalement, elle se lie beaucoup, en tout cas pour Deleuze, je ne sais pas si Deleuze utilise le terme de déconstruction, mais se lie beaucoup à partir de cette avancée dans les mathématiques qui vise à déconstruire les mathématiques, justement, à penser une autre mathématique. Il se réfère directement alors c'est à Riemann, je crois, hein, comment ça s'appelle, à la surface de Riemann, hein, qui se construit à partir du système logarithme. Il parle de ça, il parle de cette logique, un peu une sorte d'autre dimension qui est un peu découverte dans les mathématiques. Pareil pour Duchamp, etc., etc. Donc en fait, ce qui semble pour moi finalement advenir aussi en ce 21e siècle, et déjà un petit peu avant, c'est que il me semble quelque part que la pensée d'avant-garde, en tout cas, je pense à Duchamp en particulier, mais aussi à Guy Debord, ou peut-être que c'est quelque chose qui est un petit peu anticipé chez Marx aussi, je sais pas, ça je peux pas trop le dire, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être, oui, qui est comme si Marx voyait un angle mort, un petit peu. J'ai l'impression par exemple, que la pensée libérale, que la pensée économique libérale, elle se fonde sur un espace euclidien. Et peut-être que Marx dit un petit peu, ah bah cet espace, visiblement, il semble ne pas fonctionner très bien. Hein, il parle de la plus-value, enfin, il essaye un petit peu, que j'ai l'impression de trouver qu'il y a, de voir qu'en fait, cet espace-là, il est un peu, il est bancal, en fait, il manque quelque chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, quoi, du coup. Ce qui manque, c'est cette plus-value, il y a quelque chose qui est, enfin, il y a une plus-value que là, mais il manque quelque part, il manque une manière de concevoir, enfin, cette plus-value, elle n'est pas donnée à la bonne personne, donc il manque une manière de l'articuler correctement. J'ai l'impression qu'on peut l'avoir un peu comme ça. Au sens aussi où, si, moi c'est ça aussi qui me faisait l'idée, c'est que si quelque part Marx en effet ne pense plus la question économique uniquement sous une espèce d'ensemble généraliste, mais qu'il se place du point de vue de l'ouvrier, alors évidemment c'est comme si quelque part, si on voit ça comme ça, si quelque part il replace la valeur au niveau du point de vue individuel de l'ouvrier du coup, eh bien, et que ces individus sont eux-mêmes dans un espace non euclidien, c'est comme s'ils étaient chacun sur la planète. Chacun était sur la planète Terre à un endroit quelque part. Alors, bah forcément, c'est que
on peut plus avoir une espèce de point de vue général, on peut plus être du point de vue de la monnaie, on est du point de vue des gens. Et donc du point de vue des gens, quelque part, ça reproduit, on est obligé de reconstruire un espace qui doit être un peu non euclidien. Ou alors un espace euclidien qui va être bancal, qui va être fracturé, structuré par plein de conflits. Moi je pense que c'est plutôt structuré par plein de conflits, et donc du coup, tout est vu sous des rapports de force, mais en fait ces rapports de force, chez Marx, j'ai l'impression qu'ils pourraient peut-être être compris comme non pas comme des rapports de force, mais comme des rapports de mouvement, on pourrait dire, comme des mouvements, dans un méta-espace qui serait l'espace non euclidien. Voilà, donc je reviens ici à la question d'un art divergent. Ce que je suppose, c'est que l'art, en effet, soit on dit l'art comme un seul art, mais quand on dit un art comme un seul art, j'ai l'impression qu'aussi quelque part on se réfère à un seul espace. Et donc du coup, l'art, ça va être l'art dans les musées, ça va être un art, comme ça il y aurait un seul art, et cet art-là serait l'art de l'État, serait l'art du marché, du capitalisme, etc. Bon, quelque part il y aurait un seul système de l'art, il y aurait un seul espace dans lequel l'art peut exister, et c'est art avec un A majuscule, c'est un art unique. Alors qu'on pourrait supposer qu'il y a plusieurs arts en fait, il y a plein d'arts différents. Plein d'arts différents, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est comme si on disait, soit il y a une seule logique de l'art, soit il y a plusieurs logiques qui sont un peu incompatibles. Moi, ce qui m'intéresse avec un espèce de méta-art, et je pense que c'est ce qui se passe avec Duchamp dans un sens, parce que lui il pose le non-art, mais lorsque Duchamp pose le non-art, en fait, c'est pas vraiment le non-art qu'il pose, ou c'est plutôt quelque part un art divergent. Il s'intéresse à un art extérieur à l'art. Hein, il s'intéresse à... Voilà, parce que bon, quand il parle du ready-made, est-ce que vraiment... est-ce que c'est du non-art? Enfin voilà, en fait, il s'intéresse à des pratiques qui sont pas vues comme des pratiques artistiques, mais qui peut-être pourraient l'être. Enfin bon... Je pense aussi à Capro beaucoup là-dessus. Et donc, j'ai l'impression qu'il explore quelque part cette limite entre l'art et le non-art, et donc quasiment une limite géométrique aussi. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé à la géométrie, donc c'est pas rien cette idée-là. Hein. Notamment à la géométrie non euclidienne, hein, enfin à la 4e dimension, et à Henri Poincaré. Et donc, il y a. Alors, Poincaré, je sais pas exactement sur quoi il travaille, donc bon, mais en tout cas, il s'intéresse à la 4e dimension. Marcel Duchamp. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir ici, en fait, que finalement, cette 4e dimension, cette pensée en dimension multiple, pour moi, permet aussi de penser une forme de neurodivergence. C'est que la neurodiversité, pour moi, elle apparaît aussi à ce moment-là. C'est pas rien si Deleuze s'est intéressé à l'antipsychiatrie aussi. Hein. Bon, ça veut dire quelque part que ce que je pourrais voir aussi comme l'antipsychiatrie, c'est qu'il y aurait aussi une sorte de norme de pensée, une norme de comportement, qui serait liée à la logique classique, mais en fait, cette norme de comportement, qui est la norme de comportement banale, hein, qui est la socialité usuelle, en fait, elle correspond à une géométrie mathématique. Et quand on sort de cette géométrie, quelque part, si quelque part, on comprend pas, c'est qu'en fait, il y aura des gestes un petit peu, entre guillemets, psychotiques, délirants, des comportements étranges. Alors, bon, il y en a qui sortent un petit peu du cadre, mais ça passe, mais il y a un moment donné où ça va trop loin, et là, on peut plus, bon, voilà. Mais en fait, ces comportements-là, il ne sait pas qu'ils sont illogiques, c'est juste quelque part qu'ils ne correspondent pas à la logique mathématique classique telle qu'elle a été fondée en Occident. Mais, si justement, on prend en compte les autres modèles, les autres logiques qui sont fondées chez Grothendieck, par exemple, je connais mal le travail de Grothendieck, mais ça c'est un peu l'idée, quelque part qu'il y a d'autres géométries possibles, la géométrie non euclidienne, et donc d'autres logiques possibles aussi qui sont liées à ces géométries, alors, eh bien, en fait, ça peut tout à fait se comprendre. Ça veut dire que non seulement la neurodiversité serait une manière d'accéder à d'autres logiques, et donc aussi à d'autres sociétés, d'autres comportements, d'autres langages, si on veut, non seulement il y aurait ça, mais donc c'est-à-dire qu'on aura accès à une multiplicité, c'est super, en tant que tel, mais aussi on peut penser à un nouvel universalisme, parce que, en même temps, ces nouvelles logiques en mathématiques, elles sont unifiées dans un métamodèle. Enfin, je crois, il faudrait vérifier, mais la question c'est s'il existe un métamodèle, une métalogique qui permet de relier toutes ces logiques en une seule, par exemple l'utilisation du terme de topos ou tout comme ça, bon, ça veut dire aussi quelque part que il n'y a pas non plus à opposer ou à différencier quelque part ces logiques entre elles, cette neurodiversité, mais à le voir plutôt comme étant en effet entre guillemets un spectre ou une nouvelle géographie, une nouvelle géométrie. Non seulement il y aurait ça, mais en plus on pourrait, de manière presque un petit peu virtuelle, voir que certes, en effet, voilà, il y a des gens qui étaient vus comme des autistes, qui étaient, du point de vue entre guillemets, de la subjectivité normative,
la neuronorme, qui a été vue comme autiste et comme étant une logique extérieure, mais en fait, cette logique extérieure, voilà, c'est comme si l'autiste est vu ici, enfin, je sais pas comment dire. Là, par exemple, ça serait le plan ici de neuronormatif, et puis l'autiste, il est un peu comme ça. On dit, c'est bizarre, ça coupe, quoi. Bon, mais en fait, si ça coupe, c'est parce que précisément, il y a une courbe ici, quoi. Et en fait, ça, c'est un plan tangent, là, c'est un autre plan tangent, et en fait, les deux sont liés, quoi. Bon. Et si on a la courbe, en fait, du coup, on comprend qu'il n'y a plus de problème. Bon. Mais du coup, cette courbe-là, elle nous permet aussi d'aller plus loin, si on continue la courbe, ça permet d'accéder quelque part aussi à des modes de subjectivation qui vont être vraiment absolument singuliers et qui jusque-là n'est pas pensé. Donc en fait, c'est aussi un outil de recherche absolument incroyable. Ça permettrait à la fois de pouvoir, disons, intégrer de nouveaux langages, de nouvelles structures, de nouvelles logiques, mais aussi d'ouvrir de nouveaux champs d'exploration, de recherche, etc. Ce que je dis par rapport à un art divergent, ça serait aussi de penser des structures divergentes par rapport à ça. Cet art divergent, en fait, pourrait être vu comme une nouvelle définition de l'art, en considérant que l'art avec un A majuscule jusque-là, c'est pensé en fait comme un art euclidien, comme un art convergent. Mais en fait, si on pense à un art divergent, c'est-à-dire un art non euclidien finalement, eh bien c'est une sorte d'art plus, quoi. Un art plus, on va le faire aussi art plus si on veut. Mais cette espèce de paradigme qui peut permettre d'intégrer l'art encore plus, quoi. Encore plus que l'art. Alors, l'intérêt aussi là-dedans, c'est que je pense que... Enfin, encore plus que là. C'est-à-dire de se dire qu'en fait, quelque part, des choses qui sont trop loin pour qu'on les appelle de l'art, en fait, pourraient être pensées comme de l'art à condition qu'on change la géométrie. Et qui permettrait aussi, du coup, non seulement de les voir comme de l'art, mais d'aller encore plus loin, de pouvoir radicaliser ces démarches-là. Ça suppose, pour le coup aussi, une certaine forme de... Non pas forcément une refonte, mais peut-être une forme de discrédit ou de délégitimation ou en tout cas même pas tout ça, mais de remise à sa place, on va dire, de l'institution artistique aussi. Donc l'institution artistique, elle devient un particularisme. Elle devient un art parmi d'autres, si on veut. Pour certaines personnes, c'est absolument évident, cette question-là, mais voilà, là, il s'agirait de le structurer. En fait, ici, de penser d'une certaine manière une forme de sociologie de l'art, ou un paradigme esthétique qui fait une sorte de sociologie de l'art, ou sociologie des formes, à travers l'utilisation ici de cette nouvelle géométrie. Voilà, ce que je voulais dire, et puis est-ce que je voulais dire d'autres choses, parce que tout arrêter là, c'est bien. Donc voilà, un art divergent, bon, c'est juste un terme en fait, pour essayer de nommer cette chose-là en tant que telle. Il s'agit de penser cette divergence aussi, du coup, c'est un peu ça donc du coup le... Après, il y aura peut-être d'autres, on peut dire aussi un art non euclidien, mais c'est vraiment l'idée d'un art, divergent. Et moi, ça me pose problème parce qu'en effet, je vois quelque part que, en effet, les logiques pour moi du néolibéralisme, pour moi, cette divergence serait une manière aussi de répondre au néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme paraît être une économie extrêmement convergente. Et on pourrait penser une économie divergente aussi. Une économie qui vise au contraire à essayer de penser aussi à sortir de cette concentration. Là, pour moi, les dispositifs du RSA, qui conditionnent le RSA à l'activité forcée, etc., toutes ces choses-là sont des manières un petit peu de faire converger et donc d'interdire des formes d'art divergentes aussi. Forme d'art divergente, ça veut dire aussi, voilà, c'est l'avant-garde, c'est aussi explorer des nouveaux médiums, de nouvelles manières de faire, de penser, autre chose, etc. C'est ça, ça revient à ça, quoi. Moi, c'est ce qui me gêne aussi avec le terme d'inclusion, par exemple. Le terme d'inclusion me gêne. On l'utilise pour l'autisme, par exemple. Mais inclusion, ça suppose il y a une forme d'assimilation aussi là-dedans. Et pour moi, c'est pas l'inclusion qui m'intéresse, c'est l'universalisme. Voilà, c'est de penser à un nouvel universalisme, si on veut, un universalisme divergent. Un universalisme, quelque part, non euclidien, un universalisme... sphérique ou pas, mais voilà, c'est un universalisme courbé, presque un peu. Voilà. Bon, voilà, j'arrête là, voilà, j'arrête là.